Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ok les gars, c'est officiel, il neige. Tout le monde s'en fout de la météo, pardon. Soyez prudents si vous prenez la route en ce début de semaine. C'est un bordel. Avouez que c'est quand même bon, Paris sous la neige. J'en ai rien à foutre, moi. C'est dans la neige. C'est dans la neige. Mais ta gueule. On sait comment s'habiller quand il fait froid. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. L'essentiel quand il fait froid, c'est de bien s'habiller. La belle. Bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 6 janvier 2026, jour de l'Épiphanie, mais pas que de l'Épiphanie, c'est également l'anniversaire de Maude Koffler. Dites-moi Maude, est-ce que vos parents sont au courant que vous êtes là aujourd'hui? C'est pas mon... Oui, je suis une grande fille, vous savez. Parce que vous l'avez ri, on dirait qu'elle a 17 ans, c'est pour ça, mais je ne connais pas. Non mais dites la vérité aux Français, Perico. Mais je ne dirai pas la vérité, j'ai une jeune fille, voilà, et j'espère que vos parents sont prévenus que vous êtes aujourd'hui sur le plateau et que vous venez souvent. Pour être plus précis, c'est l'anniversaire de ma venue, de la signature de mon contrat à Sud Radio, donc je sais pas si on avait besoin de le préciser, mais... Ça fait un an que vous êtes... Voilà. C'était l'anniversaire dont je voulais parler. Voilà, en tout cas, bon anniversaire pour cette première année avec nous sur Sud Radio. Crise agricole encore, crise agricole toujours, les paysans français ne désarment pas face à l'incapacité du gouvernement de prendre des décisions efficaces et opportunes. On croit même, et je en parlerai dans mon humeur, qu'on a parlé de protectionnisme. Le temps monte d'un cran et nous le vérifierons avec Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, qui sera avec nous en direct. Après la tragédie de Crans-Montana, on se demande évidemment si toutes les normes, règles et mesures de contrôle sont bien en place en France. Le risque zéro n'existe pas, on le sait, mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens complets de les limiter au maximum? Nous en discutons avec un responsable de la sécurité, un professionnel de la sécurité qui s'appelle le YARM, et nous entendrons juste après justement le témoignage bouleversant, pour ne pas dire déchirant, du commandant des pompiers de Crans-Montana qui est intervenu le premier. De 13 à 14 heures, nous recevrons Gaël Brustier, politologue, essayiste, qui nous explique que nous sommes entrés en décivilisation. Tout s'effondre, l'économie s'écroule, la politique se délite, la société faisande et les valeurs fondent comme neige au soleil. Tel est le tableau que nous propose cet éminent expert, et on en discutera avec lui. Un débat qui s'annonce passionnant, surtout restez avec nous. On verra qu'une prof d'anglais a failli être agressée à la sortie d'un établissement par une élève qui avait été renvoyée. C'est donc évidemment elle qui va changer d'établissement. C'est normal. Des journalistes, on revient à Crans-Montana, des journalistes se sont déguisés en médecins pour pouvoir accéder aux victimes de la tragédie à l'hôpital. On ne recule devant rien pour avoir de l'information. Tariq ne veut pas être jugé pendant le Ramadan. Tariq Ramadan ne veut pas être jugé pendant le Ramadan. Je ne sais pas si le Père Noël ne veut pas être jugé pendant Noël. On va expliquer, on va comprendre pourquoi ses avocats ont demandé à ce que le procès soit reporté. Les classiques du cinéma français se portent très bien. Maude Koffler a regardé avec moi les Tontons Flingueurs. Il n'y a pas que de la pomme, on verra tout à l'heure. La neige coûte très cher. En Île-de-France, plusieurs centaines de millions. Voyez, la météo est de médecine. Voilà parmi quelques sujets que nous allons évoquer aujourd'hui avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Emmanuel Galasso recevra vos appels, tandis que Julien Delmas est là pour nous assurer une émission d'une qualité irréprochable. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je vous disais donc, d'ailleurs on va écouter la ministre de l'Agriculture. J'ai annoncé aujourd'hui une décision qui va être l'objet d'un arrêté qui sera signé dans les prochaines heures, interdisant un certain nombre de denrées importées, de denrées alimentaires, essentiellement des fruits et des légumes, qui comportent des résidus de substances qui sont interdites dans l'Union européenne. On les a chassées par la porte, elles reviennent par la fenêtre sous la forme de produits importés. C'est un événement politique. Vous venez d'entendre Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, expliquer qu'on va interdire en France l'importation de ces produits dont les substances sont pas autorisées en Europe et en France. C'est un événement politique majeur. Et si l'actualité internationale ne lui raflait pas la vedette, je pense que ce serait la grande info du moment. Ainsi, par un arrêté, le gouvernement de la République française va instaurer
de façon claire et nette et sans aucune ambiguïté le protectionnisme. Protectionnisme, terme évidemment interdit, il n'apparaît pas du tout dans la communication du gouvernement, mais c'est bien du protectionnisme et on s'en réjouit, un protectionnisme officiel. Je cite Annie Genevard, j'ai pris la décision de suspendre l'entrée sur notre territoire de denrées alimentaires contenant des résidus de plusieurs substances interdites en Europe. On ne peut pas accepter que des substances bannies chez nous réapparaissent indirectement par le biais des importations. Cela s'appelle du protectionnisme, je le dis clairement. Merci Madame la Ministre, on vous en félicite, comme je vous félicite de protéger nos agriculteurs, nos paysans contre une concurrence déloyale. Donc pour la première fois, le mot est lâché. Alors le mot n'est pas cité jamais, mais en réalité, on va protéger l'économie française, en l'occurrence l'agriculture, d'une concurrence qui est reconnue comme déloyale, comme faussée, qui ne respecte pas nos règles. C'était interdit. Ou dire ça, on a laissé importer on a importé le poulet ukrainien, qui était une concurrence déloyale. Quand on a évoqué la possibilité que la France fasse usage de son droit de réserve en disant nous on peut pas accepter, c'est pas possible. L'acte unique européen, le libéralisme, libre circulation des marchandises, il est interdit en Europe d'interdire l'importation de produits, même s'ils sont illégaux en Europe, on ne pouvait pas le dire, au nom du libéralisme absolu. Et bien là, nous avons un gouvernement. Sébastien Lecornu a demandé à Annie Genevard de prendre cet arrêté ministériel. Elle en a donné la définition. Nous sommes dans du protectionnisme en bonne et due forme, comme quoi on pouvait le faire. Et c'est pas un gouvernement souverainiste qui le décide. C'est un gouvernement macrono-libéral soutenu par les sociodémocrates. Donc tout le monde est d'accord. Et c'est dit par une ministre qui est républicaine, donc quelqu'un qui très attaché aux valeurs européennes et qui est obligé de venir à l'évidence, c'est-à-dire que ce gouvernement est rattrapé par le réel. Les paysans réclament depuis des décennies est-ce qu'on peut protéger l'économie française quand les règles ne sont pas respectées, quand la déloyauté économique est totale, quand nos paysans sont en colère, les agriculteurs barrent les routes, se plaignent non, on peut pas empêcher d'importer, il y a eu le CETA, il y a le Mercosur, on ne peut pas. Et bien là, on a la preuve que la République française, quand elle le veut, si elle a des gouvernants responsables, eh bien elle prend les mesures efficaces. Il s'avère que là, c'est pas du courage, c'est qu'ils sont acculés parce qu'ils sont totalement dépassés par la situation. Ce gouvernement n'est pas capable de prendre la situation en main, donc on en vient aux situations qu'on avait toujours dénoncées, qu'on avait toujours refusées. C'est du protectionnisme, on protège, c'est pas un mot maudit, c'est pas interdit, c'est pas sale le protectionnisme. C'est protéger l'économie contre des concurrences qui sont déloyales. C'est simple, c'est le bon sens, comme dit la ministre. Elle dit bien, elle parle de bon sens, et bien le bon sens, c'est de protéger nos paysans, et on prend acte à ce gouvernement de prendre la décision opportune, pourvu que ça tienne, que ce soit pas des mots, que ce soit pas du vent. Et pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations auprès des syndicats agricoles. Le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux, débriefera son entretien avec le Premier ministre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, fait du jour. Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations auprès des syndicats agricoles, sitôt sorti sur le perron de Matignon, la coordination rurale a déclaré vouloir poursuivre la mobilisation, avec notamment une convergence des agriculteurs vers Paris. Blocage, action coup de poing, la désescalade souhaitée par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard n'aura pas lieu. On en parle avec le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand Vantaux. Bon, je vois que la paysannerie française ne désarme pas et ce n'est pas le froid et la neige qui vous empêchent de vous mobiliser. Pour la simple raison que je pense que votre colère est aussi intense qu'il y a quelques jours. Alors qu'on aurait pu penser qu'il y avait un apaisement en fin d'année. Il n'en est rien. Vous n'avez pas obtenu les réponses que vous espériez auprès du gouvernement ? Et non, en fait, sur la DNC, sur la dermatose, rien n'a avancé, en particulier pour étendre la zone vaccinale et également pour avoir un protocole qui permet de sauver un maximum d'animaux qui sont sains. Donc, on continue à battre entièrement les troupeaux. Et puis, sur ce qu'on avait proposé, qui est purement du franco-français, c'est-à-dire la règle, la norme qui nous entrave, là aussi, alors l'excuse avancée, c'est écoutez, on est à 15 jours. Non, donnez-nous des engagements clairs et pas la lettre que vous avez envoyée, comme a fait Sébastien Lecornu. Et d'ailleurs, depuis qu'on entend Sébastien Lecornu, on n'entend plus franchement Annie Genevard sur des résolutions à prendre pour sauver le monde agricole français. Donc oui, on est ressorti très insatisfait et surtout avec l'impression d'avoir été pris pour des imbéciles. On n'entend plus Madame Genevard parce que visiblement le ministère est dépassé et exactement comme il y a 2 ans, c'est Matignon qui reprend la main sur le ministère de l'Agriculture parce que la crise prend des proportions nationales et avec une implication politique terrible.
Vous pensez, Bertrand Vantaux, qu'ils veulent aboutir ou ils vous mènent en bateau ou ils ne savent plus? Quelle est votre sensation? Je pense qu'en fait, ils sont incapables d'inverser le logiciel au sein de leur ministère pour remettre les agents d'État à trouver des solutions à la cause agricole, parce que ça se sent, quoi. On sent que ça fait 20, 30, 40 ans qu'il y a les mêmes conseillers auxquels vous posez des questions et ils vous amènent des problèmes quand vous apportez les solutions. Donc je ne sens pas une volonté politique à mettre de l'ordre au niveau des ministères pour que on vienne aider les agriculteurs à pouvoir travailler, se développer et se sauver. C'est un vrai sujet et je pense que c'est un aveu de faiblesse de leur part de dire mais non, on est incapable de remettre l'administration à être à vos côtés ou à supprimer celle qui vous entrave. Il n'y a pas de volonté politique, ça se sent. Vous voulez dire, Bertrand Vantaux, que nos gouvernants, nos ministres de l'Agriculture ne disposent pas des informations ou, j'allais dire, des compétences ou des connaissances nécessaires pour qu'ils prennent, eux, en conscience, une décision politique. Ils s'en remettent à des techniciens. Ils font confiance aux techniciens qui, finalement, ont le dernier mot. Et on tourne comme ça depuis des années. Oui, on tourne comme ça depuis des années, et puis c'est surtout qu'effectivement, on sent que c'est pas eux. Alors, ils se cachent derrière en disant, mais nous, on est conseillers sur les choix politiques, c'est pas à nous de les faire. Mais si, quand on est élu, on fait les choix politiques. Moi, quand j'ai que de maigres fonctions, mais je tranche. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens qui tranchent et qui mettent, en particulier, leur administration à travailler à la relance de l'agriculture française, avant qu'il ne reste que des lambeaux d'un fleuron européen de l'agriculture qu'était la France. Là, nous sommes confrontés à un paramètre nouveau. J'en discutais hier avec le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, que vous connaissez bien. Même un troupeau vacciné, s'il y a un cas de contamination, on continue à abattre la totalité du troupeau, alors que le troupeau est peut-être vacciné depuis 10-15 jours. On considère qu'il n'y a pas à attendre que le vaccin fasse effet. On en est là, dans la confrontation. On en est exactement là. Bon, il y a un travail qui a été fait justement au sein de l'Ariège, qui était une émanation des recommandations de la coordination rurale auprès du président de la Chambre qui l'a porté. Mais pour être plus clair, hier soir, on a pris un exemple très clair. Au bout d'un moment, c'est quand la date où vous supposez que le troupeau n'a plus raison d'être abattu parce qu'il a l'immunité. Et on a eu, nous, pas comme les autres délégations, la CR, droit à un grand chercheur en sciences vétérinaires. Et en fait, on est ressorti de la réunion et personne n'a pu nous dire quand est-ce qu'effectivement on a arrêté d'abattre les troupeaux suivant trois scénarios. Donc c'est pas la peine de réunir toute la science grise qui existe et le summum du français pour pas réussir à nous dire une date, si vous voulez. On en est ressorti, on s'est dit mais on est où là? Vous voulez dire que ce grand spécialiste lui-même n'avait pas l'information, il n'avait pas les éléments pour pouvoir vous donner un délai précis d'efficacité du vaccin? Non, il nous a dit qu'il fallait chercher encore plus. Donc c'est là où je commence à m'inquiéter, parce que si effectivement si un chercheur aujourd'hui trouve, peut-être qu'il a plus dans le poids demain, mais je veux dire c'est extraordinaire. Vous faites venir un éminemment, le Premier ministre nous dit c'est un sachant. Vous entendez bien, un sachant. Donc on dit un sachant, il va nous éclairer et nous apporter une solution. Eh bien en fait, il nous a apporté un autre problème. Dites-moi, vous êtes à l'unisson avec les autres syndicats, Bertrand Vantaux, ou vous faites encore cavalier seul, ou est-ce que les autres y viennent la Confédération est peut-être plus attentive. Est-ce que la FNSEA progresse également dans cette réflexion, ou elle reste basée sur une logique productiviste? Bon, écoutez, sur la partie Confédération paysanne, sur la DNC, on est amis, mais sur la vision de l'agriculture, on n'est pas forcément. Je sais bien, non, mais je parlais vraiment sur le sujet du jour, là, sur la DNC. Ouais. Et le Mercosur. Ouais, mais sur la DNC, la position de la Confédération paysanne n'a pas changé, et celle de la FNSEA non plus. La FNSEA est pour les abattages totaux. Son président Rousseau n'évoque très peu dans les prises de parole qu'il a prises la DNC, parce que c'est un sujet qui doit lui poser des problèmes dans son réseau. Sa base n'est pas contente, on le sait aujourd'hui. On ne peut pas toujours faire l'unanimité. Voilà, il fait ce qu'il a envie de faire. Après, j'ai senti quand même un revirement de situation de la part du président de la FNSEA à dire qu'effectivement, on commençait à avoir des problèmes franco-français, que le Mercosur était un problème, l'Europe aussi, mais qu'on avait un problème franco-français depuis ce matin. Donc, sur ça, malgré tout, même si on n'est pas forcément amis sur tout, il vient de comprendre qu'on avait un problème franco-français. Donc, effectivement, il va falloir qu'on appuie sur ce problème franco-français pour essayer de le résoudre. Voilà. Quant au Mercosur,
tour. Je pense que tout ça, tout ce qui nous est mis aujourd'hui est encore une fois un bel enfumage, en particulier quand on nous a dit les produits qui vont venir de là-bas, on va les interdire. Et en fait, oui, le traité va signer. S'il n'est pas signé au mois de janvier, il sera signé au mois de février, il sera signé au mois de juin, il sera signé. Bertrand Vantaux, j'en faisais mon humeur tout à l'heure, c'est quand même une révolution politique. On instaure, sans le citer, le protectionnisme. Alors, on peut que s'en réjouir. La classe paysanne demande ça depuis des décennies, et une partie de la classe politique française. Est-ce qu'on peut se protéger quand on est victime d'une concurrence déloyale qui ne respecte pas les normes? Jusqu'à présent, c'était moralement, intellectuellement, politiquement interdit. Là, pour la première fois, vous avez une ministre qui vous dit « je vais interdire l'importation de produits qui ne respectent pas nos normes ». C'est une conquête formidable. Reste à savoir, est-ce qu'elle va pouvoir tenir cette parole? Alors, il y a le sujet de est-ce qu'elle va pouvoir tenir sur le positionnement. Bravo, on la félicite. Malgré tout, le vrai sujet, c'est que depuis 15 ans qu'on ne produit plus rien en France, les importations ont pris la place de la production française. Donc aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait d'autres importations qui arrivent, il y a deux choix. Déjà, le premier, c'est relancer la production française où on est en absence de moyens de production que sont, par exemple, le cuivre qui va bientôt être interdit en agriculture biologique, des produits phytosanitaires, une réglementation sur l'eau qui est absurde et totale, ce que n'ont pas nos concurrents européens ou mondiaux. Et donc, par rapport à ça, il y a quand même, il faut qu'on reproduise, parce que sinon, quand vous produisez pas, c'est d'autres pays qui viennent. Et pour en finir, si on veut vraiment avoir un signal fort, vous dites, vous la jouez comme les grandes puissances mondiales au jour d'aujourd'hui. Ok, on a été mondialisé, mais maintenant, si vous m'importez des choses que je suis en capacité de produire, je vais vous les taxer à 30, 40, 50% ou plus. C'est comme ça, c'est pas négociable. Et l'OMC, je m'en fous, parce que la production agricole de mon pays ou de l'Europe, elle doit être souveraine, et vous n'y touchez plus, et c'est pas une variable d'ajustement. Et c'est ça qu'on entend. Alors, le premier virage politique a été effectué. Il faut quand même qu'elle ait la validation de l'Europe pour que ça soit effectif, mais malgré tout, ce protectionnisme qu'elle a instauré ne touche que des fruits qu'on ne produit pas chez nous ou qui arrivent à contre-saison, pour être honnête. Oui, alors le principe, c'est qu'elle accepte l'idée que la France puisse dire, moi j'arrête l'importation ou j'interdis l'importation de produits qui ne sont pas conformes. Elle commence évidemment par des fruits qui sont, j'allais dire, des produits symboliques. Mais puisque le concept est accepté et intégré, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture française peut se dire, écoutez, puisqu'on a ouvert cette porte à une forme de protection, on peut aller plus loin. Je pense que vous irez dans ce sens et que vous l'encouragerez pour qu'elle tienne sa parole. Elle a dit que c'était non négociable. Elle a bien utilisé la formule non négociable. Oui, mais sur l'affichage politique, très bien. Mais quand on regarde le diable dans ses détails, aujourd'hui, ce qui a été instauré pour pas que ces produits rentrent, c'est un taux de matière active qui est interdit. Et je vous promets que ceux qui nous importent ça vont être assez malins pour que les seuils de détection soient en dessous de ce qui est demandé, et ça passera sous les radars parce qu'ils sont malins. Voilà, pour être très honnête et pour connaître un peu ce domaine-là. Voilà. Et cette police aussi, il faut le dire, la police qu'elle veut mettre en place pour surveiller, je vous promets qu'il y a un énorme travail à faire sur le registre pour voir ce qui rentre et ce qui en sort en termes de traçabilité. Alors, on a déjà aussi un problème, là aussi, franco-français. C'est-à-dire qu'on a des prétentions politiques, on fait des déclarations, on fait des promesses, et en fait, on n'a pas les outils ni techniques ni politiques pour pouvoir les appliquer. Donc, ça coûte rien de faire ce genre de promesses, puisqu'on sait que de toutes les manières, elles seront difficilement applicables. On est d'accord? Il faut absolument que l'État français devienne fort et qu'il ait des agents dans ses rangs, qui soient effectivement des forces de contrôle sur ce qui rentre et qui aient les capacités à faire, mais qui soient aussi au service des agriculteurs. On n'arrête pas de le répéter, il faut supprimer des agences et des offices, et il faut renforcer les fonctionnaires qui sont là pour nous aider à relancer l'agriculture. C'est la priorité des priorités. Déjà, simplement, ce palier-là, quand il sera franchi, on aura fait un bond énorme. Et il va falloir du temps, je le sais, hein. Mais bon, écoutez, le budget est en décision et je crois comprendre qu'il y a des économies à faire. Autant commencer par celle-là. Bertrand Vantaux, la détermination de la coordination rurale est totale. Là, vous êtes en mobilisation. Vous allez tenir. Vous pouvez atteindre votre objectif de monter jusqu'à la capitale ou non? Vous pensez qu'ils vont mettre les moyens pour vous en empêcher? Écoutez, ça a été la grosse discussion hier soir, les arrêtés préfectoraux sont sortis, nos troupes ont commencé à monter autour de la ceinture parisienne depuis dimanche, et il y en a d'autres qui nous rejoignent. On est dans le froid, il fait moins 10, on est chez des collègues agriculteurs partout autour de la... Voilà, on tient bon dans l'instant, l'objectif
est en Paris, et je le répète, de façon pacifique, parce que pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir rentrer dans Paris de façon pacifiste, pour aller sur les deux symboles qui nous portent à cœur, qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale, pour aller discuter avec effectivement la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais aussi les groupes politiques, parce qu'on a beaucoup de choses à dire à nos parlementaires qui, pour les 3/4, nous ont trahis et ont sacrifié l'agriculture française au principe du principe de précaution ou de l'écologie punitive. Donc je pense qu'on est la seule force, honnêtement, syndicale qui est capable de leur dire en face ce qu'ils ont fait, pour la plupart, j'ai pas dit tous, depuis 40 ans et qui nous a amené dans la situation dans laquelle est l'agriculture française. Donc notre souhait, c'est de rebâtir une agriculture française forte pour des paysans qui puissent en vivre avec le moins de contraintes possible et que la France retrouve sa position agricole historique avec bien évidemment ses produits de qualité, mais aussi sa production de masse qui est la meilleure du monde, même si c'est une production de masse. Vous êtes entendu, Bertrand Vantaux, et évidemment Sud Radio sera toujours à votre écoute. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon courage, à très bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. On reviendra un court instant sur la tragédie de Crans-Montana et puis on vous a préparé un petit lot de perles. On attend vos réactions au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Moins d'une semaine après la tragédie de Crans-Montana où 40 personnes ont péri, dont 20 mineurs et 9 Français, on apprend que des journalistes ont quelque peu dérogé à la charte de Munich, pour ne pas dire à toute valeur morale, Perico. Oui, des journalistes se sont déguisés en médecins pour accéder aux chambres d'hôpital où étaient les victimes. Je voudrais d'abord qu'on écoute le témoignage du commandant, un témoignage bouleversant, pour ne pas dire déchirant, du commandant des pompiers de Crans-Montana. C'est juste horrible. Excusez-moi. C'est compliqué, voilà. Je fais ce boulot par passion, mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ce travail, parce que là, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer. Voilà, cet homme raconte comment il a ramassé des corps, brûlés, défigurés, enfin bon, une tragédie apocalyptique. Et c'est un officier des pompiers, c'est un homme qui a de l'expérience, et on le voit là tout au long de cette déclaration. Il est éprouvé et il finit par dire: est-ce que j'aurai la force, après ce que j'ai vu, de pouvoir continuer à faire ce métier? On prend la dimension du courage des pompiers en général dans le monde entier. Ils sont toujours là les premiers. Ce sont pas des policiers, ce sont des gens qui viennent se dévouer. Et les policiers font un métier exceptionnel, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, eux sont là vraiment aux premières lignes pour secourir des gens qui sont dans la détresse et sont souvent confrontés aux scènes les plus terribles, parce qu'ils arrivent forcément les premiers et les policiers arrivent derrière. Mais là, et c'est un militaire, ce sont des soldats les pompiers, mais là on voit le courage de cet homme et malgré tout sa sensibilité qui est éprouvée. Alors quand vous avez des journalistes, c'est notre profession, Maud, je fais amende honorable. Je sais bien qu'il faut arracher l'information à n'importe quel prix, voilà, qu'il faut surmonter, il faut contourner, d'accord, on a droit à l'information. Mais là, se déguiser en médecin pour aller soutirer, en plus c'est presque du voyeurisme, tout a été dit sur la tragédie, pour aller soutirer le témoignage, évidemment, tragique, terrible de ces malades dont certains ont perdu un ami ou quelqu'un de famille ou qui sont eux-mêmes voilà, et se déguiser en médecin, c'est-à-dire prendre le vêtement d'un professionnel de la santé qui est là et pour se faire passer comme un espion, quoi. Je trouve qu'effectivement la moralité professionnelle, la déontologie sont atteintes. Donc l'information sur Sud Radio, vous l'aurez toujours, mais vous l'aurez jamais à ce prix-là, ça on peut vous le garantir. Et puis encore une fois, Perico, vous la connaissez comme moi, la charte de Munich, mais qui visiblement n'est plus du tout affichée dans la moindre rédaction, quoi. Donc ça devient vraiment grave. Alors, je trouve. Les différentes chartes déontologiques des corps de métier et des institutions de ce pays, de ce continent, elles sont là, elles sont bien encadrées. Mais comme vous dites, il y en a certains qui ne savent même pas qu'elles existent. Ah non, bien sûr. J'ajoute juste une information, Perico, qui est tombée il y a 1 heure. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués dans la discothèque, dans la boîte de nuit entre 2020 et 2025 à Crans-Montana. C'est le président de la commune suisse qui le dit. On en parlera bien sûr avec notre invité dans un instant, le Jarl. Il est probable, Maud, que plus ce dossier va avancer, plus on va apprendre des choses qui vont forcément nous contrarier. Un accusé de confession musulmane peut-il comparaître devant une cour criminelle tout en observant le jeûne du Ramadan? C'est la question que posent les avocats de Tariq Ramadan, qui doit comparaître en mars pour viol aggravé. Oui, on a fait le jeu de mots. Tariq ne veut pas être jugé durant le Ramadan. Bon, c'est le patronyme de
cet intellectuel musulman qui a déjà été jugé et condamné en Suisse, donc qui va passer au mois de mars en procès. Et ses avocats considèrent que pendant la période du Ramadan, puisqu'il y a un jeûne, Tariq Ramadan sera affaibli et donc ne sera pas en état de pouvoir répondre aux questions. Bon, lui, il plaide non coupable. Donc, je pense pas que le jeûne du Ramadan soit à ce point rigoureux pour qu'il ne puisse pas témoigner. On a presque envie de dire au contraire, vous serez dans un état de fraîcheur puisqu'il n'y aura pas d'excès alimentaire, de boisson, il n'en est pas question. Donc oui, l'argument est, on le respecte, hein, ils ont le droit de le formuler ainsi. Visiblement, ils n'ont pas reçu de réponse du tribunal, et les avocats considèrent que la juge prend parti par rapport à cet aspect confessionnel, et ils demandent sa réclusion puisqu'ils considèrent qu'elle n'est pas objective dans son métier de magistrat. Bon ben, la justice donnera la réponse à cet aspect du problème dans quelques heures. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Aucun rapport avec le sujet précédent, hein. Les conserves tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais une bonne nouvelle, ma chère Maud, pour le 7e art français, les grands classiques font de la résistance, comme Papy. Et comme Papy, on parle si souvent des nouveaux films qui ne fonctionnent pas et si peu des vieux films qui cartonnent. Lino Ventura a mis un bourre-pif aux Américains dimanche soir. Plus de 3,6 millions de téléspectateurs devant les cultissimes Tonton Flingueur sur France 2, contre 2,9 millions pour un film outre-Atlantique sur la fin du monde. Ça fait du bien quand on peut mettre un taquet culturel aux Amerlocs, on prend. Alors je rappelle que le film Les Tontons Flingueurs est sorti en 1963, date à laquelle est donc née cette célèbre réplique signée Michel Audiard: les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, et on en connaît beaucoup. Oui, alors c'est un film culte, les répliques sont aujourd'hui dans la mémoire de beaucoup d'anciens, et même je sais que mes enfants connaissent à peu près le scénario par cœur, et je voudrais raconter une anecdote. Alors déjà, évidemment qu'on se réjouit qu'on mette un taquet aux Américains. Ils nous en mettent plutôt sur des questions de politique internationale, mais sur le plan culturel, on fait encore de la résistance. Et je veux rappeler cette anecdote délicieuse dans le tournage du film, la célèbre scène de la cuisine où ils sont en train de boire le vitriol que Robert Dalban leur a servi, hein, l'acteur que la Yes Sir. Et puis bon, ils boivent à un moment donné leur petite eau de vie, cul sec chacun, Bernard Blier, Lino Ventura, Francis Blanche. Alors eux avaient vraiment un petit peu d'eau dans leur verre, et Georges Lautner fait mettre vraiment de l'eau de vie à 70 degrés dans le verre de Jean Lefebvre, qui boit cul sec, et on garde la scène. Il se met à pleurer, il y a une larme qui coule, et on voit que l'homme est effectivement éprouvé, et c'est un grand acteur. C'est de la pomme. On ne coupe pas, et on a gardé la scène telle qu'elle était. C'est un des chefs-d'œuvre, une anecdote du cinéma français. Vive les tontons flingueurs, pourvu qu'on en ait encore des tontons qui flinguent. Retour dans le réel à Paris, un professeur de lycée a été agressé par une lycéenne qui venait d'être renvoyée. Oui, c'est une prof d'anglais qui est au lycée technique Roger Verlhomme à Paris, dans le 15e arrondissement. Conseil de classe, exclusion d'une élève. Elle participait à ce conseil de classe. Eh bien, l'élève est tout simplement venu l'attendre à la sortie de l'établissement et a voulu s'en prendre à la professeure. Bon, je crois que le plus grave a été évité, mais enfin, la tentative d'agression est très nette et caractérisée. Bien entendu, ce n'est pas l'élève qui sort, je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin la professeure a demandé à être changée d'établissement, et avec 2 autres enseignants, elle est d'ailleurs en arrêt maladie. Donc une fois de plus, c'est la victime qui doit se dégager, et c'est pas dans l'ordre des choses. Je vous vois venir, vous, quête de la ville. Vous êtes en train de vous dire, mais alors vous les paysans, vous payez pas votre pain, vous payez pas votre vin, vous payez pas votre lait, vous payez pas votre beurre, vous payez pas votre fromage, vous payez pas vos volailles, vous payez pas votre viande, vous payez, mais faut payer le sel. Fernand Reynaud, dans un de ses sketchs très célèbres sur le paysan. Alors, après les tontons flingueurs, Fernand Reynaud, pourquoi? Mais parce que nous apprenons que la neige qui recouvre notre pays avec des images merveilleuses, je vois des enfants qui n'en ont jamais connu, ou si peu, et là, elle est présente dans les campagnes. Eh bien, il y a un rapport qui signale qu'en Île-de-France, le coût de l'enneigement de la voie publique et des mesures à prendre administratives coûte entre 400 et 600 millions.
pour prendre les mesures, et notamment le sel. C'est le sel, c'est le dessalage, c'est le salage et ensuite le dessalage des routes qui coûtent cher. Donc voilà, oui, il faut payer le sel aussi. Et donc tout coûte cher. Maintenant, quelquefois il fait trop chaud, c'est la sécheresse. Et là, c'est la neige qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc, pour le sel, est-ce qu'il faut jeter son sel soi-même? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, attention, pas trop de neige parce que ça coûte cher en sel. Voilà. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Alors, Aude. Maude, c'est pas grave. Maude. Enchanté, Perico. Vous êtes là depuis là. Aude, on va battre. Qu'est-ce qu'il veut, Perico? On va battre un record de plus. Alors, moins glorieux celui-là. Mais vous êtes bourré. Alors, justement, un automobiliste a été pris avec 7,92 grammes d'alcool dans le sang. Mais moi, des médecins m'ont dit qu'à partir de 5,5,5, on est mort. Et là, 7,92, c'est un record aux conséquences qui auraient pu être dramatiques en Seine-et-Marne, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, avec une telle quantité d'alcool dans le gosier, 15 fois supérieure au seuil légal, l'accident était à peu près inévitable. Aucun blessé, heureusement, c'est un miracle. Les faits remontent au 3 décembre 2025, fin de matinée. Je vous dis pas la gueule du petit-déj. Le conducteur de 55 ans percute la voiture d'un ex-haut gradé du commissariat local, pas de bol, dans la commune de Coulommiers. L'ancien policier le rattrape et découvre un homme complètement bourré, à tel point qu'une garde à vue est impossible. Il est donc pris en charge par les secours et fait un coma éthylique un peu plus tard à l'hôpital. Je tiens quand même à souligner que le record d'alcoolémie recensé en France date de 2013 avec 11 grammes d'alcool dans le sang. Mais ce n'est pas un concours, donc prudence évidemment et modération avant de prendre le volant ou le guidon. Alors la France reste un grand pays, c'est pas le genre de record dont on se félicite, mais 11 grammes c'est quand même terrifiant. 7,92 grammes. Donc en Seine-et-Marne, Maud, tout à l'heure vous me racontiez une tragédie, un chauffeur de taxi. Oui, un chauffeur de VTC qui a terminé sa course dans la Marne. Il a glissé, la voiture a glissé, donc est sortie de la route après avoir heurté un trottoir et il est décédé. Il est mort noyé. Donc vous voyez, attention, la neige, s'il n'y a pas assez de sel, eh bien ça peut être tragique. Donc soyez très très prudents et très vigilants. On finit par les bornes de recharge électrique. Mais oui, pillées. parce que non seulement les batteries des voitures électriques peinent à tenir avec ce froid, l'autonomie peut chuter de 20 à 50% selon les modèles, mais en plus les bornes sont aujourd'hui la cible de voleurs. Eh bien oui, les bornes électriques qui servent à recharger les voitures sont, pas kidnappées, elles sont fracturées pour récupérer le cuivre. Ça coûte entre 1400 et 4000 euros par terminal fracturé. On sait que le marché du cuivre aujourd'hui s'arrache parce que c'est la valeur et les voyous ne reculent devant rien. C'était à un moment donné des vols de câbles de cuivre sur les voies ferrées. On a vu des cas de caténaires qui sont pillés et là ce sont les terminaux de voitures électriques. Alors si en plus on a du mal à vendre de la voiture électrique, si en plus on a les terminaux qui sont abîmés, le cuivre c'est pas gagné. Donc restez vigilants sur votre voiture électrique. Allez, vous restez bien avec nous. Les boîtes de nuit françaises vont-elles devoir modifier leurs normes en France? On en parle dans un instant avec le Yarl. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite. Dans tous ces états. Le préfet de police de Paris a annoncé des contrôles dans les établissements de nuit parisiens après l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse qui a coûté la vie à 40 personnes dont 9 Français, 119 blessés. Certains établissements français ont même décidé d'arrêter l'usage de fontaines lumineuses à l'origine de l'incendie de Crans-Montana. Quelles sont les normes en France? On en parle avec le directeur d'établissement de nuit et auteur de Ça va mal finir, le Yarl. Bonjour. Bonjour. Bonjour le Yarl, merci d'être à l'antenne sur Sud Radio avec nous. Vous êtes un professionnel, du monde de la nuit. Donc vous connaissez bien aujourd'hui la configuration et les normes en vigueur. On se souvient, vous n'étiez pas né ni Maud ni vous, en 1er novembre 1970, le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, même configuration, 146 morts. Évidemment, les mesures avaient été prises à l'époque au niveau administratif, gouvernemental, et on s'était un peu juré en France que jamais ça ne se reproduirait, et d'ailleurs on n'a pas eu d'incident de telle ampleur. On tombe des nues du fait que ce soit à Crans-Montana en Suisse, pays connu pour sa rigueur, son exigence, son sérieux. Eh bien tout peut arriver partout, le risque zéro n'existe pas. Le Yarl, est-ce que cette situation peut quand même aujourd'hui en France se reproduire dans un établissement qui n'aurait pas fait le nécessaire, où il n'y a plus d'établissements qui n'ont pas fait le nécessaire? Alors aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile de ne pas faire le nécessaire, honnêtement. Je l'ai dit dans une vidéo dernièrement où j'ai expliqué tout le système qu'on mettait en place en discothèque en France. Moi, j'ai vu l'évolution en 30 ans. J'ai commencé, j'avais 20 ans dans les établissements de nuit, j'en ai 50 aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'en termes de normes, c'est un truc de fou. À organiser, c'est une organisation incroyable. Et tant mieux, parce que c'est ce qui permet justement d'éviter ce genre de drame. Alors en France,
Alors, on peut jamais dire jamais, hein, c'est impossible de dire il y a 100% de chances que ça n'arrive jamais, enfin de malchance. On se donne toujours une marge, mais aujourd'hui, dans ce cas de figure, comme on a pu le voir en Suisse, c'est improbable, vraiment improbable. Alors pour plein de raisons, hein, je les ai déjà données, mais toute l'organisation, les systèmes de sirènes sonores, le son qui se coupe, l'extinction de la musique, vous savez, c'est très important pour que les gens commencent à comprendre qu'il y a un problème et que le cerveau bloque pas, comme on a pu le voir justement suivre avec ces jeunes. Tout est fait pour que ça n'arrive pas, parce que tout est pris en compte. Alors, il y a deux échelons, le Jarl. Il y a les normes, peut-être qu'elles sont prévues. Là, vous nous expliquez qu'en France, elles sont, j'allais dire, mises en place dans leur version maximum, tant au niveau des matériaux, des consignes, des protocoles d'évacuation. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est le contrôle de ces normes. On part du principe qu'un chef d'établissement, il n'a pas envie de prendre des risques inutiles, qu'il fait en sorte de respecter la loi parce qu'il sait que s'il tombe sous le coup d'un contrôle, ça peut lui coûter cher. Pour autant, est-ce que vous sentez que l'administration, que les pouvoirs publics disposent des moyens et des effectifs suffisants pour assurer un contrôle suivi et régulier? Alors, en fait, en France, vous n'avez pas le choix. En fait, c'est pas le patron qui décide quand est-ce qu'il va y avoir un contrôle, c'est la préfecture. Je sais bien, mais est-ce qu'on a les moyens? Parce que, oui. Vous voyez, une chose, c'est les textes. Ensuite, est-ce que le gouvernement, pour parler très concrètement, a les effectifs, la DGCCRF, je ne sais pas quels sont les organismes de sécurité, il y en a d'autres. Les pompiers, en général, je sais, quand on ouvre un établissement, les pompiers arrivent tout de suite pour s'assurer. Voilà. Est-ce que le suivi administratif est, j'allais dire, solide? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, on peut imaginer que, par exemple, entre les 2 ans ou les 3 ans, il y a un passage de pompiers qui va venir, avec, vous savez qu'il y a la gendarmerie, il y a la mairie qui vient, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment qu'il y a toujours des moments où il peut y avoir des moments de relâche. Mais quand je vous dis des moments de relâche, ça va être des prises électriques qui vont pas être au bon endroit, ça va être des détails, mais pas des détails qui vont avoir une ampleur comme avoir mis par exemple de la mousse polyuréthane sur un plafond, où on sait que de toute façon jamais ça ne passera au moment du contrôle. Et le contrôle, vous ne décidez pas. Ils arrivent, c'est pas vous qui dites quand est-ce qu'ils vont venir. Quel est l'intérêt de cette mousse? C'est moins, en fait, c'est toujours un coût d'installation. C'est moins cher, c'est ça? Ça coûte rien du tout. Là, lors du contrôle en Suisse, je suis même étonné que ça passe quand même. Sincèrement, tout le monde sait que c'est hyper inflammable. Enfin, moi, j'ai pas vu ça dans les établissements de nuit depuis 25 ans. Peut-être qu'il l'avait mis après un contrôle. Il a peut-être dû le remplacer. Il a peut-être dû remplacer l'ancien. Il l'aurait remplacé par celui-là. Je suis même pas sûr de ça, parce que dans les photos qu'on a pu voir dans leur Instagram, l'installation de ces mousses, visiblement, ça a été fait en 2016-2017. Oula. Faudrait contrôler. Mais enfin, ça paraît. Aujourd'hui, ça en France, c'est impossible. Hein, je vous le dis. Si on doit isoler un mur au niveau sonore, en plus ça fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est des plaques très spécifiques de plaques qu'on appelle roses, qui sont mis en double épaisseur et inversées. Enfin, c'est quasiment inflammable. C'est pas concevable d'imaginer que ça puisse arriver en France aujourd'hui, quoi. Quel est le protocole d'ouverture aujourd'hui d'un bar où il y a une séance de nuit avec un sous-sol? Administrativement, vous décidez d'ouvrir un établissement, quel est le premier contrôle que vous avez? On disait tout à l'heure les pompiers à l'instant, oui, mais il y en a d'autres aussi. Oui, alors c'est bien ça, là, vous venez de dire la chose importante, vous parlez de bar. Et c'est bien ça le drame. En réalité aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant de comprendre, c'est est-ce qu'il a été contrôlé en Suisse comme un bar, ou est-ce qu'il a été contrôlé comme une discothèque? Et c'est là où tout change. C'est-à-dire que même en France, là pour le coup, on a ce problème. C'est qu'on a de plus en plus de bars qui se mettent à faire de la discothèque. Ils n'ont pas du tout la même réglementation qu'une discothèque. Pas les mêmes normes en termes d'évacuation, pas les mêmes normes en termes de système sonore et d'incendie, et pas les mêmes normes en termes de formation. Et il est là qu'un drame est possible aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'un bar traditionnel qui fait de la discothèque, et là je peux vous dire que dans toutes les grandes villes de France, vous pouvez en trouver. Hein. Vous pouvez vraiment en trouver. Et là, les termes de règles pour une discothèque ne sont pas respectés parce que, justement, ce sont des bars qui n'ont pas vocation d'être discothèques. Vous voulez dire qu'il y a une évolution ou un changement dans l'activité professionnelle qui impliquerait que ce soit signalé à l'administration et qui ouvre à un contrôle, et qu'en fait le propriétaire du bar, il a une salle de plus ou il décide d'affecter un sous-sol. Ça commence par un peu de musique gentille et puis ensuite on fait une vraie installation discothèque et pour autant on n'a pas prévenu l'administration. C'est ça le risque. C'est ça le risque aujourd'hui. Le jour de l'an en est un parfait exemple. Le jour de l'an, tout est autorisé dans les bars, dans les restaurants. Moi j'ai vu à Rennes, il y a un immense restaurant qui a fait discothèque. Ils ont attiré des milliers de personnes, pas du tout préparées à ça, en plus parce que ça a créé un mouvement à l'entrée qui était un peu compliqué. C'est un extraordinaire restaurant sur Rennes, mais c'est pas une discothèque. Imaginez, il y a le feu. Oui. Il y a rien qui est prévu
pour organiser une évacuation sur ce type de bâtiment en termes d'afflux. C'est le monde qui compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de présences dans un restaurant ou dans un bar que dans une discothèque. Voilà. En plus, vous savez qu'il y a un problème de personnel aujourd'hui, d'effectifs, de vocation dans l'hôtellerie-restauration. Je ne veux pas dire qu'on embauche un peu n'importe qui, mais on embauche rapidement. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un problème de comportement des employés? On voyait à Crans-Montana, la serveuse était à califourchon sur les épaules d'un autre avec la bouteille de champagne et la bougie incandescente qui touchait le plafond. Ça, c'est un comportement qu'elle n'aurait pas dû avoir parce qu'elle était salariée. Est-ce que la formation du personnel est également assurée de façon sérieuse en France? Dans les établissements de nuit, il y a un minimum, c'est qu'il y a un quota de nombre de salariés qui doivent avoir une formation adéquate pour l'établissement où ils travaillent. Vous aurez toujours des salariés qui ne seront pas dans le moule, qui ne seront pas aux formations, ça vous ne pouvez pas y échapper. Dans l'ancien établissement où j'étais, nous on avait 50 salariés, il y en avait 50% qui avaient suivi toutes les formations par obligation. C'est-à-dire que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, vous savez, vous donnez la bonne réponse. Quand on voit dans un bar une jeune fille qui monte, qui fait marcher ces chandelles, ce qu'on appelle des bougies de Bengale. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 5 ans, dans cette même établissement, il y a un des barman qui signale, on le voit en vidéo, qui signale que le plafond est dangereux et qui dit à sa barman, attention, n'amène pas les flammes. Ça veut dire qu'il savait que ce lieu était dangereux et que cette façon d'avoir isolé était dangereuse. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que je me dis, c'est pas possible, ils avaient en plus l'info. Ils savaient que c'était dangereux, mais ils l'ont laissé. C'est un drame. Nous, ça fait avec ma femme, on dirige des discothèques depuis très longtemps, on a arrêté d'utiliser ces systèmes de feu dans les établissements de nuit. Vous savez qu'encore ce week-end, on m'a envoyé des vidéos dans les boîtes de nuit en France, où encore on voit ces feux de Bengale, on voit encore des gens mettre des flammes sur les bars. J'arrête pas de le dire, mais arrêtez en fait. Arrêtez, il y a d'autres moyens de montrer que c'est la fête. Trouvez d'autres systèmes, il y a des super systèmes à LED aujourd'hui qui existent. Samedi encore, j'ai reçu plus d'une 30aine de vidéos avec des barman qui inflamment un bar, qui mettent des flammes où il y a 30 cm, 40 cm de flammes sur un bar. Il y a quelques mois, il y a avec cette même solution, une dame qui s'est retrouvée brûlée à 80% sur le corps et qui a fini 3 mois à l'hôpital. Il faut arrêter ça. En fait, même si dans les termes comme les fameuses bougies dont on parlait tout à l'heure sont pas interdites dans les établissements de nuit, bon c'est bon, arrêtez quoi. Arrêtez d'utiliser ça. Nous, ça fait 5 ans, on n'a pas entendu un drame avec ma femme, ça fait 5 ans qu'on a banni ça, quoi. Bon, vous serez certainement entendu vu la tragédie qui s'est passée en Suisse. Merci Le Yarl pour votre témoignage et en tout cas vous nous confirmez qu'en France, les normes et les règles sont sérieuses et généralement suivies. Voilà. Oui, merci. Bien sûr, sans problème. Merci. Alors, Perico, les dernières informations qu'on a effectivement concernant ce drame, c'est que de fait, Le Yarl vient de le mentionner, une vidéo tournée au Nouvel An 2019-2020 montre un serveur dire attention à la mousse, attention à la mousse. Le témoignage d'une serveuse du Crans-Montana qui a démissionné indique que en fait les responsables obligeaient les serveuses à monter sur les épaules de leurs collègues pour justement allumer ces feux de Bengale et faire tout un spectacle. On en connaît maintenant les dramatiques conséquences. Et puis il y a des témoignages de personnes qui étaient dans ce bar et qui indiquent qu'il n'y avait par exemple pas de sortie de secours, qu'elle était condamnée, qu'il n'y avait pas d'extincteur visible et qu'il n'y a pas eu de contrôle de sécurité depuis 2020. Et c'est sans doute l'information la plus importante et la plus édifiante qu'on peut avoir aujourd'hui. Ainsi que la personnalité du propriétaire, puisqu'on sait qu'il a eu des démêlés avec la justice sur un autre terrain que la sécurité. Mais enfin bon, je pense que nous allons en savoir davantage sur cette tragédie des Crans-Montana avec la lumière sera faite totalement et en espérant bien entendu que cette fois-ci, c'est aux Suisses de prendre la responsabilité, toutes les mesures seront prises de contrôle là, les pompiers et l'administration helvétique ont du pain sur la planche pour s'assurer de la sécurité des boîtes de nuit et des discothèques et des bars de musique en Suisse. Allez, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous. Nous parlerons dans un instant de l'avenir brutal qui nous attend avec Gaël Brustier, auteur de La route de la décivilisation, paru aux éditions du CERF. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio, Perico les gars, c'est avec Gaël Brustier pour un face-à-face d'une heure, un face-à-face passionnant, inspiré par les propos, les idées que Gaël Brustier, développe dans son livre La route de la décivilisation. C'est pas rien comme thème, la décivilisation. Gaël Brustier, je suis à cette antenne depuis le 1er octobre, j'ai reçu des politologues, des essayistes, des hommes politiques, des experts, des stratèges. Tous sont plutôt pessimistes. Là, vous faites une synthèse qui est carrément
alarmiste. C'est-à-dire, vous faites un constat historique et sociologique. On est en phase on parle toujours de décroissance. Là, c'est pas une décroissance, c'est une décroissance de civilisation. On est dans une régression culturelle et sociale qui est tragique. Vous en donnez les éléments. À la fin, vous signalez qu'il y a toujours une façon de rebondir. C'est une enquête politique de 300 pages. Je dis bien, elle est dense. Hein. Il y a des passages qui sont pointus et précis. En fait, vous disséquez l'époque secteur par secteur. Vous y prenez de façon très méthodique, très précise. Avec, au départ, votre première consigne. Éviter l'économisme et l'idéologie. Ce sont deux explications sans issue. Si on se tient à ces deux concepts, on est sûr d'aller dans le mur. Il n'y a pas de réponse définitive. Et c'est si facile de dire économisme ou idéologisme. Oui, c'est l'économie, it's economy stupid, etc. Ça, c'est l'économisme, c'est la réduction de tout à l'explication économique. Voilà. Bon, et l'idéologisme, c'est les idées mènent le monde. Et on a très bien vu avec Trump ces derniers jours que le paléoconservatisme et l'isolationnisme et la doctrine de Pat Buchanan qui l'avait influencé dans la campagne pour récupérer les voix ouvrières. Un événement qui vient confirmer tout ce que vous racontez. Ce qui s'est passé au Venezuela est un des éléments de confirmation que de la décivilisation. La décivilisation, c'est issu de Norbert Elias. Et il a observé en fait l'Allemagne. Et l'enlèvement de Maduro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Maduro, m'a rappelé l'assassinat de Dollfuss par les nazis. Un commando nazi, austro-nazi. Juste avant l'Anschluss. 4 ans avant l'Anschluss. À l'été où ils l'ont pourchassé, ils l'ont laissé mourir dans son sang à son bureau, je crois. Ça a été terrible. Mais on aurait dû comprendre que Hitler ne reculerait devant rien. Je ne compare pas Hitler et Trump. Mais la brutalisation du monde et la décivilisation sont en marche. Et c'est ce type de faits, ce type d'actes de piraterie, de véritable piraterie, qui sont... Je rappelle, Dollfuss est assassiné par des agents nazis en Autriche. Voilà. Il est remplacé par le chancelier Souchnig, qui lui acceptera l'Anschluss. Parce qu'il est lâché par tout le monde. Voilà. On vient le voir et puis on lui dit, écoutez monsieur, il faut donner les clés à un type qui s'appelait Seyss-Inquart, qui était pendu à Nuremberg. Voilà. Et c'est assez fascinant de voir comment on peut se... Hitler voulait récupérer sa patrie natale, mais là il veut récupérer le pétrole et donc on enlève un type qui est condamnable dans la dernière décennie. Mais moi j'ai connu Maduro il y a 20 ans, je peux vous certifier que ça n'était pas le Maduro de maintenant. Donc le narcotrafic est un prétexte tout à fait acceptable, mais la finalité, comme en Irak, c'est de contrôler une zone pétrolifère. Il se trouve que le Venezuela est sur la route qui est entre la Bolivie, qui précipite vers les Caraïbes, les îles des Caraïbes, etc. Toutes les îles qui sont effectivement des lieux de passage de la cocaïne. Il faut quand même expliquer que la cocaïne n'est pas la principale responsable des addictions et des morts aux États-Unis, que c'est le fentanyl qui est fabriqué en Chine et au Mexique, et que c'est d'autre part le crystal meth, la méthamphétamine, qui était la drogue d'Hitler d'ailleurs, et qui il y a 5000 laboratoires qui ruinent la vie des gens, puisque la méthamphétamine est une drogue très très dure, addictive, et qui détruit le corps et l'âme des gens. C'est curieux parce que vous dites bien, donc le prétexte officiel narcotrafic ne correspond pas aux urgences de la politique américaine par rapport au fentanyl. On retrouve les armes de destruction massive inventées en Irak, on trouve le prétexte, on l'invente, on le met en scène, on intervient, et ensuite on apprend, mais il n'y avait pas plus d'armes de destruction massive que Trump Chantilly, et là, c'est pas ce narcotrafic-là qui menace l'Amérique. Feu Alexandre Adler, qu'on appréciait beaucoup, avait inventé une sombre histoire où les Castro, depuis leur île, commandaient tous les terroristes internationaux. Voilà. C'était les petits trucs fantasques d'Adler. Là, on a inventé le fait qu'il y avait des camps d'entraînement pour le Hezbollah, pour le Hamas, oui. Qu'il y ait une présence du Hezbollah au Venezuela et du Hamas. Et du Hamas au Venezuela, c'est certain. J'ai moi-même vu complètement étonné, un drapeau du Hezbollah au siège de la télé vénézuélienne. Ça a été affirmé. C'était un citoyen nord-américain qui avait ce drapeau. Voilà. Qui avait quand même à dreadlocks, machin, wok avant l'heure. Donc c'était pas dans la rue, il n'y avait pas de sympathie pour ça. Bon, bref, si vous voulez, on est, pour reprendre notre chemin vers la civilisation, oui. Ce type de brutalisation à la fois interétatique se double de brutalisation
intra-étatique. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont en train d'imploser pour des raisons, et là j'utilise encore Elias et Gramsci, c'est que tout ce qui tenait en fait nos sociétés, par exemple le régime de la Ve République était en train de s'effondrer, Sarkozy l'a dit lui-même, tous ces piliers, tout ce qui faisait les idéologies, les familles politiques et la démocratie chrétienne, la social-démocratie, le socialisme, le gaullisme, etc. Tout ça s'est effondré et on voit très bien qu'il n'en reste rien. Et ça donne le tournis aux gens aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de représentation du monde. La vision du monde, elle est, j'allais dire, un peu nécessaire comme l'eau et l'air à l'individu. Un individu qui n'a pas de représentation du monde, et ça en général c'est quelqu'un qui est malheureux, qui ne sait pas où il va, qui ne se mobilise pas, qui est un sujet et pas un citoyen. Donc voilà. C'est cette brutalisation, j'ai voulu la décrire. Vous vous inquiétez de la disparition de l'intellectuel. Pour expliquer cette régression, vous vous inquiétez de la disparition de l'intellectuel organique qui témoigne du divorce entre les intellectuels et le peuple. Ça, on le sait depuis longtemps. Et vous dites c'est cette lecture binaire de l'évolution du monde, vue par l'économisme et l'idéologisme, qui a permis l'avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis et dont le discours, pourquoi est-ce qu'il a été lu ? Vous dites le discours hostile au déclin américain a séduit une partie de la classe moyenne et du leadership affaibli par la crise. Vous voulez dire qu'il y a une prise de conscience des peuples qu'à un moment donné, dans leur honneur, dans leur orgueil d'appartenir à une nation, l'affaiblissement de cette nation, c'est ça qui les inquiète avant toute autre chose, et on vote pour celui qui vous dit je vais rétablir l'honneur et la gloire de cette nation. Vous avez la vision du monde, ce sont des solidarités locales, ce sont des fêtes foraines, ouvrières. Je disais ça à Jérôme Blanchet-Gravel récemment, l'interview va sortir. Mais moi, j'ai été touché par le livre de Vance. Alors, on peut penser que Vance c'est un salaud. Quand il a fait son discours à Munich, il a dit des choses très importantes, qui ont été mal interprétées quelquefois. Oui, mais cette histoire de l'Ohio, ces coins des Appalaches, en fait, où l'industrie a disparu, où les gens sont devenus propriétaires de maisons qui ne pouvaient plus entretenir, qui étaient piégées dans ces zones-là, livrées à la drogue. Sa mère a été une grande addict, etc. Ils ont célébré à la Maison Blanche ces 15 ans de sobriété. Mais ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, moi, je viens d'une ville qui est assez semblable. Qui s'appelle Gueugnon, Saône-et-Loire. Oui, tout à fait. 10 500 habitants quand je suis né. Champion de France en 79, l'année suivante. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus un médecin. L'usine, c'est 600 ouvriers, mais on avait 2000, 3000 ouvriers à l'époque. On n'a plus de fêtes foraines, il y a de manèges. Ça, c'est des choses importantes, si vous voulez. Et les gens commencent à se plaindre. Vous n'avez plus un commerce dans la ville. Vous êtes en train de me dire, Gaël Brustier, que les territoires perdus de la République, c'est pas forcément là où l'ordre républicain, l'intégration, la police ne rentre plus, où il n'y a plus de santé. Ça peut être aussi un territoire français où la mémoire, la continuité, la tradition s'est estompée, où on n'a plus le contexte culturel dans lequel on avait aimé le pays dans lequel on appartient. Oui, puis matériel aussi, c'est-à-dire que c'est très compliqué de se faire soigner quand on a 80 ans en Saône-et-Loire. C'est très très compliqué, c'est un gros problème. Mais si vous voulez, il y a derrière une nostalgie. C'est vrai, mais la nostalgie, ça se traduit par un certain vote, vous le savez, ce désarroi. Pas partout. Ma ville était troisième vote record de Mitterrand en 81. Oui. Il y a 50% de vote Front National aujourd'hui. Bon, on a tout compris. Et ça, c'est une immense déception à l'égard des promesses des années 80, des promesses du Parti Socialiste. Je crois, j'ai croisé un ancien ministre récemment de Saône-et-Loire. Il me disait, tu vois, ça serait pas tout le monde va voter. Vu le temps que vous prenez, ça serait pas Arnaud Montebourg. Oui. Pourtant, il s'est battu en première ligne pour dénoncer cette dérive. Oui, on a fait une campagne magnifique à l'époque, mais la désindustrialisation, ça a été le cœur de sa campagne, des primaires de 2000. Je le dis parce que plus personne s'en souvient, mais c'était important. 2011, on a perdu au sein du Parti Socialiste, et derrière, on a mis Hollande et le quinquennat tout à fait catastrophique qu'on connaît. Enfin, sinon c'était Strauss-Kahn, je vous signale, si c'était pas Hollande. L'option était l'alternative était peut-être pas meilleure, mais bon. Si. Ah, vous auriez pensé que Strauss-Kahn aurait été moins catastrophique? Je pense qu'il n'aurait pas fait cette erreur de faire cette rigueur d'emblée. Il aurait dégagé des marges de manœuvre. Plus compétent en économie qu'Hollande, on va dire. Voilà. Compétent, évidemment. Il y avait d'autres petits travers. Mais c'était quelqu'un qui avait compris l'économie mondiale et qui avait compris comment il fallait se situer dans le grand jeu, international, y compris avec des aberrations comme son rapport sur l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne, espèce de fusion, etc. Ça, c'est des choses. Strauss-Kahn incarne quand même la continuité du delorisme, de cette social-démocratie mariée avec le libéralisme financier et qui veut ça ne plus.
socialisme de la production est quand même dans la flamme, la flamme et la cendre. C'est intéressant. Il y a une invention à la Planche, là, rue de la Planche, je sais pas quoi, où il y a pas mal de jeunes talentueux à l'époque. Il y a une invention. C'est un des derniers lieux, je pense, où il y a une invention politique. De l'idée, en tout cas de l'idée qui sort. Voilà, oui. On a eu le quinquennat Hollande. Bon. Il a coûté cher. Oui, il a coûté cher en histoire aussi. 1,75, c'est sûr que ni Léon Blum ni Mitterrand n'auraient pu imaginer que le parti qu'ils ont porté au nu, à un moment donné, finirait de façon si sordide. Et aujourd'hui, Olivier Faure, qui se marie de force avec Mélenchon pour sauver quelques sièges, c'est pas glorieux. On avait prédit, nous, je sais plus, dans un papier à l'époque, que le PS mourrait dans la zone verte, comme à Bagdad, mais c'est-à-dire Paris. C'est ce qui s'est produit. Mais ils ont peut-être bien conservé la ville d'ailleurs. Mais bon, si vous voulez, c'est la fin du Parti socialiste. On l'a vu venir, la fin de la gauche radicale qui est plongée dans l'antisémitisme on va y venir aussi. Et le gangstérisme. C'est une époque très sombre. Je maintiens que c'est peut-être excessif, je sais que vous le pensez. Mais... Je suis avec Gaël Brustier sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos questions et Gaël Brustier se fera un plaisir de vous y répondre. La route de la décivilisation, c'est un sujet avec un vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Gaël Brustier, auteur de La route de la décivilisation, qui nous explique dans le détail pourquoi nous sommes en régression culturelle, politique, sociale, économique, mais en disant que voilà, le constat permet aussi d'envisager l'avenir. On en parlera à la fin de cet entretien. D'abord, les causes de cette décivilisation. Un des aspects sur lesquels vous insistez, Gaël Brustier, c'est la baisse du niveau du personnel politique, notamment sur le plan de la culture historique, juridique et politique, bien entendu. Vous dites autrefois, il y avait des écoles, des cadres dans les partis, notamment au Parti communiste, qui étaient connus. C'est peut-être cette compétence, cette connaissance, ce niveau culturel qui s'effondre. Peut-être à l'image de la société, c'est peut-être l'école qui ne produit plus assez de politiciens compétents, mais c'est une des causes de cette décivilisation. Oui. Il y a 20 ans, il y avait un bouquin qui était sorti, Zéro politique. Oui, bien sûr. Jean-Christophe Comor. Et qui annonçait tout ça, c'est-à-dire la fin, on voulait plus, quand on voulait faire carrière. Alors Jean-Christophe Comor, gaulliste, très proche de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Et de Charles Pasqua, et qui a laissé tomber la politique, il est devenu vigneron. Voilà, ça vous parle. Voilà, il fait un très bon vin d'ailleurs, Jean-Christophe, qu'on salue au passage. Voilà. Zéro politique avec Baylor, et j'avais trouvé le truc très intéressant, c'est pour ça qu'on avait essayé de réagir avec des camarades, on n'a pas pu, évidemment, bref. Et il avait dit, on ne veut plus prendre la direction des études dans un parti, on veut prendre la direction de la communication. Et c'est comme ça que on a eu des gens qui, petit à petit, se sont ont muté en Instagrammeurs ou en influenceurs. Et aujourd'hui, on a, dans la vie politique, des gens qui vous disent... Qu'est-ce qui vous inspire en politique ? Je sais pas, c'est Emmanuel Macron. C'est jamais Clémenceau. Voilà, jamais référence historique la grande histoire de France. C'est une star. Oui, il faut être une star. Quelqu'un de connu, médiatique. Il faut être connu. Faut être d'abord. C'est l'obsession en fait depuis Twitter des politiques de réagir à tout en dépit du bon sens, quitte à prendre ce qu'on appelle des shitstorms. Et ça, c'est assez triste. Alors c'est vrai que pour faire un bon politique, il faut une bonne culture générale. Et la bonne culture générale, elle s'acquiert soit par la curiosité très jeune, c'est le cas de Gaulle, etc. Quel est le dernier ? Jusqu'où la culture politique a habité le chef de l'État ? Mitterrand, il n'y a pas de problème. Chirac, un petit peu moins. Et puis ensuite, on regrette. Après, plus du tout. Même Chirac, c'était très limité. Enfin, non. Il y a plus de... Sarkozy, après, Hollande qui vous dit, j'ai relu le petit Prince et sa table de chevet. Enfin, puis il avait le code des impôts, surtout en vacances, je crois. Et puis l'histoire pour les nuls. Et Emmanuel Macron, dont on sait que c'est un universitaire. C'est pas un politique. C'est pas un politique, mais même sa culture est finalement assez, c'est-à-dire sectorisée. Ce sont des gens, il y a des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont faits pour fonctionner, comme disait l'autre. Ils ont des grands talents, mais ils sont pas forcément. Tout le monde n'est pas connétable de France comme ça. Il y a une dimension d'incarnation qui est recherchée.
C'est pas une dimension de starisation. C'est-à-dire que quand on voit les meetings de En Marche, c'est de la starisation. Oui. Et ça n'est pas, c'est pas le décorum. C'est même théâtral. Le décorum du Parti communiste qui pousse son candidat ou l'autre dans les élections. Il y a un décorum, il y a une culture, il y a une profondeur et il y a un sens du temps long. C'est-à-dire que même le Parti communiste en référait au temps lointain d'Étienne Marcel ou des choses comme ça. Et le Parti socialiste se réclamait en riant, mais Étienne Marcel, c'est le Moyen-Âge, je vous signale qu'il Richelieu. Il faudra chasser les châteaux, casser les châteaux forts. Bon, il y avait quand même, on pouvait dire des choses dans les meetings. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'écrire. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un de très cultivé, donc qui est passionné par la politique toute l'année dernière, ministre de premier plan. Son nom, non c'est Juliette Miadel, oui, qui s'est donné, qui a fait énormément. Mais si vous voulez, elle arrive, elle vient d'un milieu politique, elle est passionnée par ça depuis ses 13 ans, ses 12 ans, je sais pas, elle a ça dans le sang. Mais les autres, ils font ça, c'est pour avoir une ligne LinkedIn. Ils font Alors, vous dites que c'est une tendance qui touche tous les pays, c'est spécifiquement français, mais ça touche, on va dire, toute l'Europe occidentale, même, voire tout l'hémisphère nord, parce que l'Amérique n'y échappe pas, et vous dites, c'est à l'origine, c'est cette tendance qui est à l'origine des causes d'une tendance, qui va être le grillisme, les Pepe Grillo, quelque part les Gilets jaunes en France, voire Zelensky en Ukraine, et là on sait que Patrick Sébastien a envie de revenir. Ouais. Est-ce que cet effondrement culturel de la classe politique fait que les masses, que le peuple a plutôt tendance à écouter des gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une information non vérifiable, facile d'accès, qui vous raconte un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Donc il y a des hommes qui s'en emparent pour dire je porte ce message. Alors il y a un paradoxe dans tout ça, parce que le premier parti populiste en France depuis très longtemps, le Front National, était dirigé... Vous dites encore Front National volontairement ou... Oui, celui de 72, dirigé par Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen, qu'on l'aime ou non, était le plus maîtrisé en France. En parlant des gaullistes ou IDR, comme ils sont appelés, ou RPR, vous dites bien LR. Donc Non, mais il y a une différence entre le FN et le RN. Oui. Le RN, il y a une espèce de magma. Vous dites qu'il y a encore du FN dans le RN, si je comprends bien. Totalement, oui. D'ailleurs, c'est un peu ce qui le sauve, en fait. Ah bon, c'est ce qui le sauve, d'accord. Oui, parce que sinon, il n'y a rien. C'est immigration, insécurité, c'est la matrice originelle du Front National dès qu'il réussit à partir de 78, à cause de Duprat, c'est ça. Vous dites que le Fonds de commerce, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a fondé, et que Marine et Jordan Bardella ne le perpétuent pas forcément. Bardella est gentil, mais sympathique pour certains, bon bref. Mais Jean-Marie Le Pen avait une culture qu'il avait eu chez les jésuites ou je sais pas quoi. Tout le monde l'a reconnu. Et puis il avait une maîtrise. Une du français exemplaire. Il avait une maîtrise de la langue française, tous les imparfaits du subjectif, etc. Et le peuple aimait ça. Ah, c'est pas Stéphane Séjourné, je suis d'accord. Ça, oui, non. Non, mais si vous voulez, ils aiment bien que Madame la France soit respectée, qu'on parle bien d'elle. Alors ces mouvements sont l'émanation de quoi? Le grillisme en italien, Pepe Grillo. C'est-à-dire qu'on voit soit vers des gens qui sont des anciens comiques comme Zelensky. Ici, on a eu même Bigard à un moment donné. On se dit, est-ce qu'il serait pas président? Patrick Sébastien, Hanouna. Vous voyez, il y a des noms de candidatures qui surgissent. Les Gilets jaunes, c'est plus sérieux. C'est une vraie fracture, c'est une souffrance sociale, mais qui elle aussi s'exprime parce qu'elle considère qu'elle est plus représentée par ses élites. Oui, non, mais d'abord, il y a la société du spectacle qui s'étend depuis belle lurette, qui est catastrophique. Tout le monde va sur n'importe quel plateau. On va chez Hanouna défendre. Mélenchon a quand même utilisé Hanouna, était en exil politique chez Hanouna. Et après, il s'en est pris à Stéphane Bern, qui travestissait l'histoire de France et qui était un salaud de fasciste. Bon, il y a quand même des paradoxes chez les mélenchonistes qu'il faut essayer de saisir. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont le populisme ou l'antipolitique qui naît dans nos sociétés. Alors, est-ce qu'il y a de la base? Qu'est-ce qu'on appelle le populisme? Qu'est-ce que vous, Gaël Brustier, vous appelez populiste? Parce que souvent on dit mais populiste c'est facile, ça permet de dénoncer les gens qui vivent le réel et qui sont près du peuple. Ou est-ce qu'il y a un populisme nocif? Chantal Mouffe et Réron avaient fait un bouquin que j'avais préfacé d'ailleurs, qui était Construire le peuple. Donc il faut construire son peuple. Et c'est une
il faut le construire de manière discursive. Alors on peut contester. C'est-à-dire le réinventer ou le construire parce qu'il n'existe plus? Il y a des intérêts matériels divergents, des sédimentations idéologiques successives, et il faut s'arranger avec tout ça pour construire à la place de la social-démocratie, du centre, voire des morceaux de droite, un parti du changement qui s'appelait Podemos. Oui, bien sûr, en Espagne, qui a donné des résultats très précis. Voilà. Donc ça, c'est une version du populisme, moi qui m'a toujours intéressé. J'ai écrit là-dessus. Ça a été une de mes lubies d'il y a 10 ans. Podemos, c'est une version des Gilets jaunes qui serait arrivée au pouvoir par un biais à peu près. C'est une gauche qui en France ne s'est pas produit. C'est une gauche radicale qui a quitté les oripeaux du parti communiste, le dernier parti communiste léniniste qui est le parti communiste espagnol. Espagnol, bien sûr. Et pour embrasser, c'est-à-dire qu'ils mettaient des trucs de Star Wars dans leurs meetings. Ils avaient fait un catalogue de Ikea. C'est leur programme politique, c'est un catalogue Ikea. Et ce ne sont pas non plus des insoumis à la française, c'est des insoumis mis à l'espagnol. Ils sont beaucoup plus sophistiqués intellectuellement, si vous voulez. Pour avoir parlé avec Herrero, avoir beaucoup lu même Iglesias. Pablo Iglesias, oui. Et puis quelques autres d'ailleurs qui sont moins connus, mais que je cite. C'est des gens remarquablement intelligents. Ils s'habillent pareil au Parlement espagnol. Oui, alors ça, c'est peut-être un peu espagnol. Moi, je pense que en France, c'est pas la même chose. Enfin, là, il y a une différence. Bon, bref. Mais toujours est-il que ça, c'est le populisme de la gauche radicale, qui a lamentablement échoué. Et puis, il y a le populisme Beppe Grillo. Beppe Grillo est un type qui s'est fait virer de la télé et qui décide, à cause d'un type qui s'appelle Casaleggio, de faire en fait une espèce d'anti-télé et d'anti-Berlusconi. Il se pose en anti-Berlusconi. Berlusconi est à la fin de sa carrière politique, il a échoué lamentablement. Les 2 derniers mandats sont conclus par une stagnation, dénatalité, et puis bunga bunga. Bon. Oui. Et l'autre, il dit, l'autre a utilisé ses télés et fait du spectacle. Moi, je m'enferme, mais pour les gens. Et il a dans sa caravane, son camping-car, sur toutes les places d'Italie. On sait que les villes italiennes sont vraiment construites autour de la place. Et il va avec Casaleggio et sa bande, et puis ils agglomèrent des gens. Ils créent un parti, et ils ont pris le pouvoir avec la Lega dans un accord totalement sidérant. Mais il y avait dans la représentation des choses très saines. Moi, j'ai passé un mois chez des militants du mouvement 5 étoiles. Alors, ils étaient un peu bizarres, un peu postmodernes, un peu barrés. Mais on y revient, Gaël Brustier. On en parle après, et on citera aussi d'autres exemples qui sont dans votre ouvrage. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser des questions à l'auteur. Je suis sûr que la route de la décivilisation est un thème qui vous inspire. La France dans tous ses états. Alors, vous êtes sur Sud Radio avec Perique Légas qui reçoit Gaël Brustier. Gaël Brustier, je voudrais qu'on rappelle quand même votre parcours, c'est très très intéressant. Vous avez écrit d'autres ouvrages que La route de la décivilisation, édité au Cerf. Vous avez notamment écrit le Mai 68 conservateur, Le désordre idéologique, et puis À demain Gramsci. Gramsci est la référence à laquelle vous faites souvent vous rendez hommage à cet intellectuel communiste des années 30 en Italie, qui est souvent cité. On dirait que Gramsci aurait perçu ou compris avant la lettre des phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Oui. Il a des extraits il y a des extraits des cahiers de prison qui sont d'une actualité folle, notamment, un petit exemple sur les goûts théâtraux de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie rurale. Il explique ça très bien, c'est magnifique, mais c'est très actuel en fait. Sur les comédies sentimentales, ce qui plaît. Il a une acuité. Il observe la société italienne de telle façon que elle est extrêmement vivante, et en même temps il y a un cadre théorique toujours extrêmement dense. En partie autodidacte, il aurait pu faire d'autres études. Son maître regrette qu'il n'ait pas eu de oui, il est plutôt militant, c'est-à-dire que c'est un linguiste. Il est très attaché aux questions relatives à la langue qui vont inspirer Pasolini. Sur les questions des langues en Italie. C'est un communiste pur et dur ou non, Gramsci? C'est un marxiste? Alors, à l'époque. Il y a une grosse controverse, parce que quand vous parlez Gramsci, vous avez toujours un spécialiste de Gramsci qui a raison, vous dit que vous avez tort, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles des cahiers. C'est clair. Bon. Il y a néanmoins un type qui s'appelle Francesco Lopiparo, qui est un type remarquable qui a écrit les 2 prisons de Gramsci. Et il dit, en fait, Gramsci, il y a un cahier qui manque dans les cahiers de prison. Et ce cahier... c'est Togliatti qui l'a embarqué à Moscou parce que l'international ne voulait pas, et Moscou ne voulait pas que ce cahier sorte.
parce que c'est sa belle-sœur qui récupère les affaires à la sortie de prison. Et ce cahier, L'Opiparo dit, peut-être ça aurait été l'invention, je crois que c'est lui qui le dit, d'un communisme libéral, c'est-à-dire libéral politiquement, c'est-à-dire Berlinguer. Voilà. Et bon, ça c'est passionnant en fait, si vous voulez. Quand vous étudiez donc la base Gramsci, de l'eurocommunisme, qui est les premières dissensions, donc on a Berlinguer, beaucoup moins le Parti communiste français qui reste un féodé, peut-être un peu Santiago Carrillo en Espagne. Vous-même, Gaël Brustier, aujourd'hui, vous savez, cette émission, La France, tous ses États, et cette radio s'appelle Sud Radio, on dit Parlons Vrai. Vous vous situez où aujourd'hui sur l'échiquier politique, si tant est que vous ayez besoin de vous situer, mais on va parler des solutions que vous prescrivez à la fin, enfin des options que vous suggérez. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique français, vous croyez encore en la gauche, en la droite, vous dites que ce clivage-là est périmé, vous avez été proche, on a dit d'Arnaud Montebourg, vous avez été aussi proche de Jean-Pierre Chevènement, donc quelque part de ce que Philippe Séguin pouvait représenter. Vous n'êtes pas vraiment un souverainisme au sens académique du terme, mais vous croyez dans la souveraineté populaire. Ça, vous pensez, c'est un principe auquel vous attendez. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, si on veut s'en sortir, il faut penser de quel côté, il faut écouter quel genre de discours. Tous les discours qui intéressent les citoyens, qui doivent se nourrir d'absolument tout. Moi, je suis pas dans l'ostracisme, l'ostracisation des gens. Dit un tel a été chez Bidule, faut pas lui parler. Moi, je suis par exemple pour un dialogue de fond avec les gens du Front National, le Rassemblement National, et des gens qui sont aux Grèce, etc. Dialogue de fond, c'est-à-dire qu'on se dit tout, on accepte certains de leurs préceptes, on en discute. À l'italienne, c'est-à-dire que dans les années 70, en pleines années de plomb, en fait. Il y a un truc qui se passe, c'est le compromis historique entre Aldo Moro, qui va être assassiné pour ça, et le Parti communiste. Et le Parti communiste de Berlinguer. Et Aldo Moro le paiera de sa vie probablement. Il y a un passager secret. Et c'est Almirante, Giorgio Almirante. Et qui était le leader du MSI, c'est-à-dire le parti qui a donné naissance à Mélanie. L'ancien parti fasciste italien. Qui était ancien parti néo-fasciste, post-fasciste, selon les... Et parce qu'ils avaient compris, c'était des hommes qui avaient vécu la guerre et la violence, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas allumer les braises au Parlement, et qu'il fallait que le pouvoir soit un minimum partagé, l'objectif était que le Parti communiste puisse participer au gouvernement, et la démocratie chrétienne soit pas balayée par les communistes, arrêtés, etc. Et que le MSI, qui représentait une part de l'histoire italienne, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, mais que Berlinguer détestait, il l'avait combattu, puisse revenir dans le système. C'était l'objectif des années du compromis historique. Du compromis historique stricto sensu, c'était PC, démocratie chrétienne, mais il y avait le visiteur du soir qui était quand même Almirante. Gaël Brustier, on y est presque en Italie. Giorgia Meloni représente ce nouveau compromis historique qui reste quand même ancré à droite plutôt, avec l'évolution de Salvini, de ce parti. Mais enfin, on est quand même dans une fracture politique par rapport au passé italien, et on voit que ça donne des résultats qui sont tout à fait acceptables, estimables. Oui, c'est maintenant une conservatrice... un peu populiste de temps en temps, très patriote, c'est surtout une femme d'État, je pense que... la dimension est importante. Mais... Est-ce qu'on a une Mélanie française? Non. Vous répondez carrément non. Non, c'est une histoire. Le Front National, qui a la flamme du MSI, donc le MSI, n'a pas d'école des cadres et n'a pas de sociologie, sauf un peu la sociologie des rapatriés à Perpignan, ce qui explique d'ailleurs la structuration du Front National. Oui, ils sont un peu incultes politiquement malgré tout. Oui. Alors, il y a les nouveaux. Jean-Marie Le Pen ne l'était pas, ça on l'a dit clairement. Il avait un vrai bagage culturel, intellectuel, et aujourd'hui la succession n'est pas à la hauteur du fondateur. Non, ça fait longtemps. Ni au Parti communiste. Fabien Roussel est quelqu'un de tout à fait estimable et respectable. Parti communiste, si vous voulez, c'était quand même les FTP dans les années 50, des types qui étaient dans la résistance. Bien sûr, mais je parle aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette parti communiste-là? Chez les gaullistes, il reste quoi? Rien. Non, les gaullistes est mort depuis 1970, de toute façon. Mais même dans l'ancien parti RPR qui s'appelle les Républicains et l'UMP, c'est quoi les grands leaders charismatiques qui ont de la vision pour la France? Non, mais on va passer de Juppé, etc. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment eu un effondrement d'abord interne au parti politique qui ne voulait pas s'encombrer d'idéologues. Il y a eu un mode post-idéologique assez tôt dans les années 80, 70, pas s'encombrer. Juppé dit à Philippe de Saint-Robert, votre discours, ça fait très Nuremberg. D'accord. Bon, tout est dit.
tout est dit. Bon, ben, au PS non plus. C'est pas Olivier Faure et, non, ben alors là, on atteint et Boris Vallaud qui va non plus. Oui, Vallaud se joue de tous. Oui, non, mais c'est terrible ce que vous dites, tant qu'il y a un vide total. Donc c'est pour ça que des Pépé Grillon, on peut sortir. Mais Zelensky en Ukraine, c'est aussi un humoriste de la télévision, vous êtes d'accord? Même dans un pays comme l'Ukraine, le phénomène s'est produit. Peut-être sur d'autres paramètres. Moi, c'est l'Europe centrale et orientale, je ne maîtrise pas du tout, j'ai jamais maîtrisé. Mais vraiment pas. Ah, vous savez que Zelensky est un ancien. Oui, je sais, il jouait du piano. Avec bon bref, il faisait semblant de faire du piano avec son sexe. Voilà, c'était pas des sketchs très fins, hein, j'ai remarqué. Ceci dit, le type s'est révélé, pareil, on peut trouver un type qui se révèle comme un homme d'État et un chef de guerre redoutable, les événements venant. Alors, on va revenir à un de vos précédents ouvrages, parce qu'il y a une des clés de la décivilisation. Vous appelez, attention, le mai 68 conservateur. C'est le titre de votre livre, le mai 68 conservateur. Attention, on se fait inverse d'un dextrisme qui n'est pas une solution. Vous parlez du chaos dextriste. C'est pas parce que la gauche a échoué dans tous ses aspects, social-démocratie ou marxiste, qu'il faut tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire passer dans une droitisme, un dextrisme excessif. Vous dites qu'il y a un équilibre à avoir dans un conservatisme éclairé. Oui, exactement, parce que en fait, ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est que tout le monde y va de sa petite interprétation de la droite. Il y a les Sandrine Rousseau de droite en pagaille, comme dirait Louis Alliot. Et ça, si vous voulez, chacun projette sur le Rassemblement national ses propres angoisses, qui sont fondées, hein, je précise, hein, ses propres regrets, ses propres nostalgies, etc. Mais il y a une efflorescence de droitisme qui me semble pas très structurée intellectuellement. Le conservatisme n'a jamais été très structuré en France, hélas. Et il n'a pas su faire pièce en fait à la montée du Front National, qui, je le rappelle, n'est fondé. Les deux seuls moteurs, c'est immigration et sécurité. Je cite une phrase de Régis Debray que vous faites figurer dans la page 271 de votre... Alors, c'est un ouvrage, il y a 2 post-scriptums, et puis un lexique à la fin avec les codes des noms que vous utilisez. La phrase de Régis Debray est assez symbolique de votre propos. Jamais la politique en France n'a été aussi déshistorisée qu'aujourd'hui, à se demander si une certaine négligence pour le peuple et une certaine indifférence pour l'histoire n'entretiennent pas quelques secrets rapports. Vous voulez dire... Régis Debray veut dire quoi? Que tout ça est un petit peu préconçu? Quand on se fout de l'histoire de France, on se fout aussi du mec qui crève au coin de la rue. Ça, je l'ai constaté, vous l'avez constaté sûrement vous aussi de votre côté. Oui. Mais ça a été très gênant. Ma rupture avec la gauche vient de l'indifférence totale aux gens. Je vais pas faire l'abbé Pierre, si vous voulez. Mais l'indifférence aux mecs qui sont en train de mourir au bord du périph', sous des campements, etc., qui fument du crack, machin, etc. L'indifférence des gens de gauche qui sont élus de ces circonscriptions, l'ami des bêtes, là, qui est élu du 18e. Oui. Il devrait quand même voir. Émeric Caron, il devrait quand même voir le taux d'overdose qu'il y a dans son arrondissement, non? Il s'en occupe pas, il s'occupe des sauterelles, je sais pas. Mais il y a l'indifférence. Jérôme Guedj, j'ai peut-être lui en tant que Jérôme Guedj à un autre niveau. Bon, mais c'est pas pour ça que je dis, il y a encore des députés socialistes qui sont proches de leur peuple. Richelieu et le père Joseph, vous laissez crever vos concitoyens. C'est la leçon que moi j'ai retenue de tout mon engagement politique. Si on lâche le fil rouge de l'histoire de France et qu'il ne remonte pas qu'à 1789, c'est tout le reste qui s'effondre. Tout l'édifice qui chute. Donc, vous concluez qu'il faut être raisonnablement conservateur, je dis bien raisonnablement, oui. Et vous citez cette formule de Karl Mannheim, traditionnalisme devenu conscient. C'est-à-dire qu'il y a un traditionnalisme inconscient, un peu folklorique, peut-être un peu dans les, et le traditionnalisme devenu conscient peut être une issue. En fait, je suis un peu adepte du conservatisme autogestionnaire. C'est-à-dire, il faut conserver notre passé, essayer d'avoir ce fil rouge de l'histoire constamment dans nos décisions, dans notre conception du monde, de retrouver De Gaulle, Richelieu, comme je disais, le père Joseph. Et donc puis, les grands récits quand même. Les grands récits quand même. Oui, et puis la conception qu'on a de ce pays, etc. Et autogestionnaire parce que j'ai un problème avec l'autoritarisme en France de l'État. C'est-à-dire, l'État a fait la France, mais profondément, il en est maintenant le geôlier. Et en plus, c'est un geôlier aux ordres de l'Union européenne.
Donc c'est assez. Il faut aussi faire notre évolution. Le choix, c'était un entre peu anti-autoritaire. aux ordres de l'Union européenne, donc de Bruxelles ou de Washington. On voit que tout ça est en train de s'effondrer dans tous les sens, dans des proportions inattendues. On les sent désemparés d'ailleurs aujourd'hui, l'élite politique. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de socle. Oui, ils n'en ont jamais eu. Cette génération, vous ils dites qu'ils n'en n'en ont ont jamais eu. Non, Olivier Faure n'a jamais eu de repères, non. Non, mais je parle même ceux qui sont au pouvoir. Je veux dire, le macronisme, on voit aujourd'hui, ils sont en roue libre. Trump est en roue libre, tout le monde est en roue libre. Ils font passer, vous savez, c'est compliqué d'entrer dans un cabinet ministériel ou un ministère pour les ministres. Quand on vous dit, vous durerez 3 mois. Bon, en 3 mois, vous avez à peine le temps d'ouvrir les dossiers, quoi. Donc il y a l'instabilité qui a été voulue par le président de la République pour édifier son césarisme élyséen, oui. Produit des effets épouvantables. Ça, Arnaud Montebourg peut vous le confirmer. On l'invitera. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Gaël Brustier, qui est un politologue, mais aussi un philosophe de la politique et un historien, et qui décrypte les raisons de la décivilisation à laquelle nous sommes confrontés, avec peut-être éventuellement des solutions, à condition qu'il y ait une conscience politique, de la formation, de connaissance de l'histoire. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que l'école a encore un rôle important à jouer pour que la République et la nation redeviennent ce qu'elles ont été pour la grandeur de la France? On se retrouve dans quelques instants et vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos questions pour Gaël Brustier. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Gaël Brustier dans un débat passionnant parce qu'il pose la totalité des problèmes auxquels notre société est confrontée, et on est d'ailleurs en route vers la décivilisation, ainsi que Gaël Brustier a titré son livre. Vous dites: la brutalisation accélérée et la perte d'unité de la vision du monde dans la société font planer la menace d'un épisode de décivilisation, on y vient, nourri lui-même par une situation internationale défavorable. On est en plein dedans. Donc vous expliquez que quelque part cette perte de repères dans les États-nations sur des valeurs culturelles permet une barbarisation des relations internationales. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et du coup Trump peut se comporter en voyou alors qu'il a l'ONU qui est censé régler les conflits entre pays. Ah bah oui, totalement. C'est-à-dire que des Trump, il y en a apparu un certain nombre. C'est la brutalisation politique, d'abord du débat politique, puisque c'est quand même lui qui dit si j'étais au pouvoir, vous seriez en prison à Hillary Clinton. Oui, ça fait marrer, mais il le pense. Il a fait beaucoup rire, moi-même. Mais il n'y a pas que Trump, il y a d'autres personnages de cet acabit qui peuvent survenir, quoi. C'est le problème de l'époque, entre le vieux et le neuf. Vous parliez, Gaël Brustier, de césarisme tout à l'heure. Vous parlez du césarisme des honnêtes gens. Attention, c'est du verbalisme républicain. C'est-à-dire... Oui, alors là, c'est ma critique du courant républicain. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème, laïcité, laïcité, laïcité. Oui, il y a un problème, vous êtes d'accord? Il y a un problème de laïcité, mais il faut resituer ce problème de laïcité dans un ensemble beaucoup plus vaste de problèmes. À savoir, ça m'intéresse. Bah écoutez... elle est malade, la laïcité, elle est mal comprise, elle est mal expliquée. Elle est mal comprise parce que c'est un système qui est totalement étranger aux nouveaux arrivants dans notre pays. Ah, on est bien d'accord, donc ça manque de pédagogie et d'explication. Oui, j'irai un peu plus loin quand même. Elle est faite pour les accueillir et pour leur permettre de s'intégrer, justement. Donc s'ils ne comprennent pas cette règle du jeu, je comprends qu'ils ne s'intègrent pas. Donc il faut la consolider, il faut la solidifier. J'ai été reçu par une obédience maçonnique une fois en tenue blanche, c'était très intéressant. Et l'un d'entre eux, première question, ça ne portait absolument pas sur mon sujet. Première question, oui, mais quand on voit le voile... Bon, on ne peut pas tout réduire au voile et on ne peut pas se voiler la face par rapport au voile. Je crois que c'est une phrase de Debray. Oui. Non, il y a 1000 autres problèmes, si vous voulez, qui existent. La laïcité, le camp républicain a fait du verbalisme qui a été en fait une manière de réduire les opposants au silence au moment de Nuit debout. Au moment du valsisme, c'est-à-dire, et pour faire taire des universitaires qui avaient leur vision des choses, qui étaient contestables, mais il y avait les libertés de l'université, les libertés académiques qui devaient être préservées, et il y a eu, tout ça s'est fait au nom de la laïcité. Le combat laïque est devenu un prétexte, à un moment donné, sous Valls, à réduire au silence les opposants, et aussi à imposer
imposer un programme derrière fondamentalement antisocial. Mais vous sous-entendez qu'elle est mal posée ou qu'elle a été dévoyée ou détournée de sa fonction, ou qu'en elle-même elle pose un problème? La loi de 1905 est fondamentale, vous la remettez pas en cause. La loi de 1905 est fondamentale, et je pense qu'il faut aller plus loin dans l'histoire, pas plus loin dans la loi, mais plus loin dans l'histoire. Nous essayons d'exorciser en fait les guerres de religion de 1560 à au début des années 1600 et quelques. Mais ça, c'est très important parce que c'est là où naît le parti des politiques. C'est-à-dire que en France, on a la chance d'avoir des gens qui ont voulu penser l'unité de la nation par-delà les différences et par-delà les oppositions. Tout à fait. Voilà, avec une allégeance à l'époque au roi et ensuite à la Respublica avec Bodin, etc. Et puis à la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou à l'Empire. Bon, ça c'est un fil rouge de notre histoire. Le parti des politiques, c'est quelque chose qu'il faut reprendre. D'ailleurs, l'ancienne ministre l'avait repris récemment. Mais je pense que ça c'est dans la culture politique quelque chose de fondamental. Mais on ne fera pas aimer la laïcité aux gens in abstracto de ce qu'est la France. C'est-à-dire que la France, c'est une histoire puissante. Ce sont des siècles de fabrication. C'est ce que dit Éric Zemmour, mais bon, il le dit peut-être différemment. Oui, il le dit un peu différemment. Il a une vision ethnique, lui, des choses. Mais moi, je ne parle pas dans la nation ethnique. Mais il y a une nation culturelle, une nation qui a une identité, il y a une nation qui a une richesse énorme, qui a progressé à travers les temps. Enfin, je pense que de Michel de l'Hôpital à aujourd'hui, on a accompli un miracle de faire vivre ensemble des gens venus d'horizons très différents. Et aujourd'hui, donc, votre vision, votre analyse politique porte sur un conservatisme gestionnaire, vous le disiez tout à l'heure. Votre chapitre du livre s'appelle l'autogestion, le civisme plein et entier. Conservatiste, c'est-à-dire qu'on garde une continuité qui est le socle de la France, sans faire du traditionnalisme anthropologique non plus. Sans faire du traditionnalisme. Autogestionnaire, c'est-à-dire il faut s'assumer. Il faut faire confiance au peuple, peut-être une décentralisation plus forte pour la République, vraiment, on passe carrément à l'acte. Autogestion, c'est quoi? C'est se gérer soi-même, prendre ses responsabilités, s'assumer. Oui, alors est-ce qu'il faut le faire sur le plan des... On n'a plus les provinces. Les provinces ont été dissoutes et on n'a pas de personnel politique local. On a des régions encore. Oui, on n'a pas de personnel politique local à l'égal, par exemple, du personnel politique allemand du Bade-Württemberg. Qui est vert d'ailleurs, qui est l'écologiste, mais si vous voulez, les élus allemands, ils n'ont pas d'ambition forcément fédérale. Nous, on a une ambition toujours nationale. Donc, on a vidé nos territoires de tous les talents qui sont partis à un moment donné à Paris. Ils devenaient députés-maires, mais ils étaient surtout députés. Et puis, on a la décentralisation s'est faite sur une fiction, en fait. Gaël, vous faites réagir justement un auditeur, Francisco, qui nous appelle de l'Hérault. De l'Hérault. Oui. Francisco, vous écoutez mon échange avec Gaël Brustier, qui vous inspire, je suppose. Oui, monsieur Légas. Merci Perico et merci à votre intervenant. Moi, je suis responsable syndical de base. Je vais sur 78 ans. Ce matin, j'étais dans un lycée professionnel. Jeudi, je serai au lycée Mendès France, où je ferai 2 heures sur les enseignements de la guerre d'Espagne, la retirada et l'engagement aujourd'hui. Donc, je pense que on peut discuter, on peut instruire les élèves, les faire réfléchir à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de la guerre d'Espagne? Est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Il y a un rapport parce que il y a eu une intervention dans un autre pays où on a soi-disant kidnappé un dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui la situation n'a pas à apprendre de ce qui s'est passé il y a 50 ans? Oui, on vous a entendu, Francisco. Gaël Brustier. C'est un travail de syndicaliste tel qu'il devrait être. Il faudrait qu'il y en ait plus comme ça, mais dans la confrontation avec des idées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont syndicalistes CGT, CFDT, puis vous avez des gens qui sont militants d'autres choses. La France, elle vit de toutes ses richesses. Elle vit de ses syndicats. Elle vit de ces partis politiques d'autrefois qui existaient, qui n'existent plus. Voilà. Monsieur a fait un excellent travail. Je n'ai pas de médaille à le remettre. Mais nous avons des auditeurs pas juge, nos auditeurs sont de très grande qualité sur Sud Radio et suggèrent souvent des solutions à nos invités. La route de la décivilisation, donc aux éditions du Cerf, à lire absolument. On prend son temps pour le lire, petit à petit. Mais on en sort plus intelligent qu'on ne l'est quand on commence cet ouvrage. Merci Gaël Brustier d'avoir accepté notre invitation.